Bienvenue dans le podcast Entre nous, le podcast du Love Health Center. On vous invite à oser parler de sexualité avec authenticité et vulnérabilité. Dans ce podcast, on vous offre des outils pour faire votre chemin personnel. Entre nous. Entre nous. Je suis Olivier Majeron, cofondateur du Love Health Center, et aujourd'hui, je suis au micro avec Camille Rimbaud, qui produit nos podcasts. Salut Olivier. Alors, dans ce nouvel épisode, j'ai la chance et la joie d'accueillir Nicolas, qui pratique avec passion le shibari, qui enseigne le shibari. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de liens, d'intérêt par rapport à la sexualité, par rapport à la confiance en soi, la découverte de soi, le rapport au corps, le rapport à la nudité, le rapport à la sexualité. Je trouvais que le sujet était tellement riche que voilà, j'ai proposé à Nicolas de venir au micro. Et il m'a dit oui, c'est intéressant. Alors, on ne sait pas nécessairement où on va dans la discussion, parce qu'on a déjà eu plusieurs heures de discussion tous les deux. Et on s'est dit, on va partager en fait ces réflexions au grand public, comme on a l'habitude de le faire dans nos discussions un peu passionnées. Et donc voilà, je te laisse la parole et pour te présenter. Donc bonjour, c'est moi Nicolas. C'est vrai, on a eu plusieurs heures de discussion et ça fait plaisir d'être ici ensemble pour qu'on explore ça et qu'on parle autour de la sexualité, puisqu'on a parlé de pas mal de choses, mais on a tourné autour de la sexualité. Pas que, comme tu le sais, moi j'ai sorti la sexualité de ma pratique et je pense que c'est un des meilleurs moyens d'en parler en fait. Parfois tourner autour du sujet, c'est un des meilleurs moyens de se rendre compte de quels sont ses contours et où il est et avec quelle connexion on a. Comme tu disais juste, dans la pratique que j'ai, qui est la pratique des cordes, le corps va jouer une énorme importance. Les symboliques aussi, puisqu'on va attacher, ça va nous faire penser à certaines choses. Je pense que dans l'art classique, une personne attachée, c'est quelque chose qui a plus ou moins toujours existé, donc qui a créé des symboles érotiques, des symboles fantasmagoriques, et très rapidement on va jouer là-dessus. Donc si on réfléchissait de ce que ce que je fais, puisqu'il y a beaucoup de façons différentes de faire des cordes, je pense que je pourrais être presque dans un côté un foreplay, tu sais, comment on dit ça en français, les préliminaires. Préliminaires, voilà. Donc il y a vraiment un côté préliminaire qui va être très en place, qui va amener sur quelque chose pour certaines personnes plutôt qui va aller toucher du côté de la sexualité, ou pour d'autres, et moi je me suis beaucoup spécialisé là-dessus, de l'intimité, car je pense qu'il y a une vraie différence entre la sexualité et l'intimité, avec des vrais ponts, avec des vrais outils communs. L'un va influencer l'autre, mais je trouve que dans nos sociétés où je pense que tu travailles beaucoup là-dessus, on a un vrai problème avec la sexualité, mais je pense que de façon de base, on a un problème qui est encore plus fort avec l'intimité. Et que déjà travailler son intimité, c'est se donner beaucoup d'éléments pour aller après explorer d'autres choses, dont la sexualité, dont le rapport à soi-même, dont le rapport au corps, dont le rapport aux autres. Mais déjà travailler très profondément avec son intimité, c'est quelque chose de très très important. Je vais peut-être te demander d'expliquer c'est quoi le shibari avec tes mots à toi, dans ta passion à toi, dans la manière dont tu le pratiques. Si c'est quelqu'un qui connaît pas du tout le shibari, tu le présentes comment, en quelques mots? En quelques mots, c'est l'art d'attacher des personnes avec des cordes. Cet art est influencé par les Japonais, puisque ça a été présent dans toutes les cultures, ce qui est très marrant. Moi, je suis français d'origine, et la première photo de bondage avec des cordes a été faite par un Français, un peu avant la Première Guerre mondiale, si mes souvenirs sont bons. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce qu'ont apporté les Japonais, qui est intrinsèque à leur culture et à leur art, c'est que le résultat est important, mais la façon de faire est tout aussi importante. C'est-à-dire que le processus qui va amener à une forme ou à plusieurs va être très important. En anglais, on utilise beaucoup le terme de journée, le terme de voyage. Et je pense que le processus, donc ce voyage, est extrêmement important. Donc là, l'art d'attacher va être d'un côté donc le shibari ou kimbaku, en fait, puisque le vrai terme en japonais, c'est kimbaku. Ça va pas être qu'une question de résultat qui peut être esthétique, émotionnel, voire sexualisant, mais surtout c'est tout ce qui va nous permettre d'arriver à cet endroit-là. Un peu comme si je cherchais à voir quelqu'un de nu dans un rapport amoureux, la façon dont je vais le déshabiller va peut-être être tout aussi important, voire même plus important que le déshabiller lui-même. C'est poétique. Merci. Déjà, dès le départ, ce qui m'a passionné dans notre discussion, c'est tout le rapport au corps
et la manière de découvrir le corps dans des conditions totalement inhabituelles quand on joue avec des cordes. Enfin, je veux dire, il faut vraiment faire le choix intentionnel d'apprendre cet art pour en voir toutes les subtilités et ce que ça peut nous apporter. Et je me demandais, par rapport à ce point-là spécifiquement, pourquoi tu recommanderais par exemple aux gens de pratiquer le shibari? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Ça c'est une très très longue question. Je pense que le premier point qui est le plus important, ça va être une autre façon de découvrir son propre corps et peut-être de se recentrer sur soi. En fait, la peau, c'est un peu cette matière qui va nous permettre de nous différencier de l'autre, physiquement, je veux dire, et que ça, en ce moment, c'est en train de beaucoup disparaître. Dans le sens où il y a beaucoup d'éléments, on est de plus en plus connecté à nos réseaux sociaux, on a presque l'impression d'avoir une puce sur nous, et on sait plus très bien en fait où se trouve notre espace personnel à l'espace qu'on va partager avec les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est tous dans des groupes où le travail, la famille, les partenaires amoureux, c'est un peu difficile de se définir, de savoir où on est exactement, qu'est-ce qui vient des influences extérieures, qu'est-ce qui est soi-même. Là, tout d'un coup, on va mettre une corde autour d'un corps, pour la personne qui va être dans les cordes, et ça va nous permettre de nous resituer sur nous-mêmes, et ça va même avoir cet aspect physique de nous concentrer sur notre propre intérieur. Donc, je veux dire, l'une des premières choses, c'est peut-être se reconcentrer sur soi-même, et se reconcentrer sur l'instant présent. Donc c'est ici et maintenant, quelque chose dont on peut beaucoup parler mais qui est difficile à atteindre. Là, il y a un élément physique assez simple qui dit ici et maintenant. Le deuxième truc, c'est ça peut être un art qui est assez intense, pratiqué à haut niveau, voire même dangereux. Donc ça oblige à énormément focaliser. Et je pense que dans une société, alors c'est un avis très très personnel, mais dans une société où en fait on est perdu entre les différentes obligations, les différentes choses, c'est important de se dire là il se passe quelque chose d'important, il faut que je sois dessus. Et c'est plus l'image de moi qui est importante, c'est plus ce que je vais dire, c'est juste ce que je suis en train de vivre. Et je pense que c'est un levier important, c'est pas le seul qui existe, mais c'est un levier important pour se reconnecter profondément à soi-même, mais surtout pour s'explorer. Et comment on va le faire avec quelqu'un, ça va aussi donner un focus sur quelle est ma relation à l'autre. À travers ce médium qui est assez particulier, qui est assez fantasmagorique. J'avais vu il y a quelques années dans une étude qu'en fait 40% de la population occidentale a un fantasme de se faire attacher. Donc c'est quelque chose qui nous touche plus ou moins, et en passant plus de temps dans les musées, je me rends compte que des peintures de différents âges et autres, la position d'être attaché et la position d'être attaché dans les cordes est toujours un peu présente. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre mémoire et de notre propre culture, et qui joue sur notre propre fantasme. Et évidemment, dans cette société où on doit être tous indépendants, tous extrêmement prêts à faire beaucoup de choses et tout ça, donner le laisser-aller, et aller dans ces lieux-là, c'est quelque chose qui est presque du domaine de l'interdit. Qui dit interdit dit très souvent fantasme, et donc exploration de l'inconnu. Ouais. Déjà, dans ce que tu partages par rapport à ma pratique de coach et sexologue, comme tu expliques, ça développe l'art de se focaliser, d'être pleinement présent dans le moment présent, et d'écouter le langage du corps de l'autre, en fait, de la personne. Par exemple, si on attache quelqu'un, on doit être extrêmement vigilant de tous les signaux, de tout ce qui se passe. En fait, cette capacité à aller voir, d'écouter les signaux, moi je le vois un peu comme une fractale. Il y a toujours moyen d'aller un peu plus loin. Il y a toujours un déploiement de cette affinité de l'écoute du corps, de la manière dont il respire, la manière dont il se relâche, la manière dont la peau réagit, la manière dont la personne est dans ses émotions peut-être, comment son corps bouge, comment il se relâche, comment la chaîne musculaire qui est engagée évolue ou réagit, est-ce qu'elle est souple ou pas. Enfin, c'est tout un jeu d'écoute que j'ai trouvé passionnant. Quand j'ai commencé à découvrir le shibari, je me suis dit mais c'est dingue, c'est super beau comme pratique. Enfin, il y a un tel potentiel d'écoute. Et par exemple, la personne qui se fait attacher, c'est aussi comme tu dis, cette capacité à qui je suis, où sont mes limites, mais aussi quelle est ma capacité à lâcher prise et être en confiance, quoi. Il y a quelque chose de extrêmement puissant pour les deux personnes. Il y a un peu, moi je pratique la méditation orgasmique et je suis coach en méditation orgasmique. Il y a ce côté où il n'y a pas de réciprocité. Les deux personnes vivent deux choses différentes mais ensemble. Et ici, je retrouve des éléments similaires où finalement on vit une expérience extrêmement intense
extrêmement présentes, qui nous développent des habilités qui nous sont extrêmement utiles dans la vie de tous les jours, dans nos relations, et ça va bien au-delà du shibari. Et en même temps, les deux personnes vivent deux choses totalement différentes, quoi. Celle qui attache ou qui se fait attacher, elles sont en train de découvrir un univers, mais qui peut se déployer super loin dans la connaissance de soi et la capacité d'être présent. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Vraiment, je te le partage parce que Alors, je vais pas être tout à fait d'accord avec toi pour le coup. Je pense que les deux personnes vivent pas deux choses complètement différentes. Généralement, je dis, puisque j'enseigne le kimbaku ou le shibari, qu'en fait, ce que je dis au modèle est bon pour les personnes qui attachent, et ce que je dis aux personnes qui attachent est bon pour les modèles. On parle vraiment d'un dialogue. Et en fait, tout ce qui arrive dans l'un arrive dans l'autre. Et je pense qu'en fait, tu parlais de relâchement, de choses comme ça. Il faut un vrai laisser aller pour pouvoir diriger une personne. Parce que pour pouvoir diriger une personne, c'est voir, comme tu disais, tous les signes extérieurs. Donc, il faut lâcher prise au fond de soi. Il faut se redéfinir. Il faut savoir pourquoi on veut faire ça à cette personne. Et qu'est-ce que cette personne est capable de recevoir. Donc, t'as un vrai dialogue qui va se mettre en place. De petits signes à petits signes. Moi, j'ai plutôt envie d'aller là-dedans. Comment elle réagit? Comment elle va me regarder? Qu'est-ce que ça va évoquer chez elle? Comment ma position dans l'espace, ma position physique, ce que je vais aussi dégager, puisqu'on dégage, on parle généralement d'un terme assez vulgaire qui est l'énergie, mais qui peuvent être aussi bien l'attitude physique, la tension nerveuse qui est autour de nous. Ça peut aller du côté olfactique. J'ai même une amie qui a fait des études sur le côté rayonnement lumineux du corps au niveau de la communication. En fait, tous ces différents layers vont participer à la communication. Et je pense que c'est très important, en fait, là, on est en train de discuter, c'est très agréable, mais aussi de parfois avoir ce type de dialogue en enlevant le langage. Le langage est toujours là en termes de sécurité. En particulier dans nos pratiques, ça peut être dangereux. Donc, il est important de dire, là, il y a un truc qui va pas, et de toujours l'avoir en option. Mais en dehors de ces points-là, d'essayer de enlever le langage et de faire que deux personnes à travers un média et des rôles théâtralisés, puisque une personne va être attachée, l'autre va attacher, de dire ok, qu'est-ce qu'on a à se dire, où est-ce qu'on va aller, on pensait aller là, mais en fait on va arriver là, et qu'est-ce que ça va donner. Donc je pense que c'est pas deux choses qui sont différentes, c'est plutôt deux personnes qui vont marcher ensemble et qui en fait ont l'impression de faire deux choses différentes, mais font exactement la même chose. oui. Ah oui, tout à fait. Dans l'expérience, il y a vraiment ce côté intimité, complicité, dialogue qui est omniprésent. On vit la même expérience. Mais ce que je voulais souligner, c'est le fait que la personne qui se fait attacher est davantage, enfin, il y a un côté lâcher prise. Elle est vraiment à l'écoute et elle découvre ses limites, son corps, alors que la personne, l'autre, elle pose son attention davantage sur l'autre. Elle est au service total de l'autre, de sa personne qui se fait attacher, tu vois. Ce côté, on vit on est connecté, ça résonne, l'expérience est commune, mais la posture, elle est différente. Il y en a une qui a vraiment sa sensation sur elle-même. Quand on se fait attacher, on est vraiment connecté à soi de manière hyper intime, physique et psychique. Et la personne qui attache, elle est à l'écoute vraiment de l'autre, quoi, de tous ces petits signaux, non? Eh ben, je serai encore une fois pas tout à fait d'accord. Ah, c'est génial. Déjà, le premier truc, c'est que je pense qu'on travaille beaucoup par mimétisme en tant qu'être humain. Donc, la meilleure façon d'aider l'autre à se relâcher et à être à l'écoute de soi, c'est de l'être soi-même. Ah ouais. Je vais devenir le leader de quelque chose. Donc, la meilleure façon que j'ai de t'amener à cet endroit-là, c'est déjà moi d'être sur ce chemin. On n'y est jamais à 100%. Il faut pas avoir ce type de prétention, c'est vraiment une sorte de but impossible à atteindre. Mais c'est vraiment d'aller là. Donc si t'as pas ce truc qu'on va appeler d'ancrer dans le sol et de libérer dans l'esprit, déjà tu pourras pas vraiment être attentif à l'autre. Et donc il faut avoir beaucoup travaillé sur soi pour le relâchement. Et moi je pense que dans l'étude et dans le travail, parce que c'est vraiment une discipline, c'est pour ça qu'on appelle ça un art, c'est très important. De la même façon, l'une des meilleures façons quand t'es attaché d'être en résonance avec toi-même, c'est d'écouter cet impulse extérieur qu'on est en train de te mettre et qui va donc t'obliger à voir comment toi tu réagis. Mais donc si t'as pas d'écoute très profonde sur ce que l'autre va te proposer, il y a une très grande possibilité que tu sois en opposition. Et donc quand t'es en opposition à l'autre, t'es en opposition avec toi-même, t'es en opposition avec tout. Et donc si t'as pas cette forme de je suis à l'écoute de la personne qui va me diriger, en fait tu
peux pas aller très très loin. Ça peut être très très pour moi c'est très proche de deux arts assez intéressants et pourtant très différents. Le massage thaï, ou par exemple dans le massage thaï, on dit que tu sais que tu as fait un bon massage quand toi en tant que masseur tu vas mieux. Et l'art de l'équitation, où en fait on va avoir vraiment les deux respirations de ces deux mammifères qui font pas du tout le même poids, qui vont être énormément en connexion. Et en fait, tu forces pas un cheval à faire quelque chose, tu révèles ses capacités naturelles. Waouh, c'est philosophique et c'est beau, hein. Ça permet d'aller déjà très très loin dans cet art. J'allais te poser la question justement, si tu pouvais détailler cette philosophie et pourquoi tu pratiques cet art. Pourquoi t'es en faire un... Ouais, comment t'y es arrivé et pourquoi t'as décidé d'être coach et de consacrer ta vie à ça en fait. Ouais. Alors, pourquoi et comment j'y suis arrivé? On va commencer par cette question. Il y avait plusieurs questions. Le premier, je pense que je m'en suis pas rendu compte, mais quand j'étais très jeune, j'adorais jouer aux cow-boys et aux indiens avec mes amis. Sauf que moi, je faisais toujours partie de la team qui allait attacher les gens. Donc, je pense que quand j'avais entre 6 et 8 ans, j'ai passé beaucoup de temps autour de différents poteaux pour attacher les gens. Je savais pas très bien ce que ça appelait. Un peu plus loin, quand j'ai découvert ma propre sexualité, je me suis rendu compte que les scènes qui mettaient en jeu et qui étaient très présentes, moi je l'ai découvert principalement par la littérature, qui était très présente dans ce type de littérature, ça réveillait quelque chose de particulier chez moi et je trouvais que les échanges de pouvoir amenaient pas sur quelque chose de violent, destructeur et tout ça, mais plutôt sur quelque chose d'érotisant et donc quelque chose de bénéfique à mes yeux. Et un jour, bon, j'ai un peu plus de 40 ans, donc j'ai connu la naissance de l'internet à grande vitesse, voilà, ce qui doit étonner les plus jeunes d'entre nous. Et j'étais dans ma chambre d'étudiant et je regardais différents sites proposant des images érotisantes et je suis tombé sur une image de bondage japonais. Je sais pas pourquoi, je l'ai vu et j'ai fait c'est ça. Ça a été une évidence et après ça a été un très très long chemin puisqu'aujourd'hui la connaissance des différentes sexualités dont le bondage et des différentes activités underground est beaucoup plus facile à obtenir. Le Internet nous a beaucoup aidé à créer des communautés, à créer des lieux ressources et ce genre de choses. Mon chemin a été beaucoup plus difficile. J'ai vécu 4 ans au Japon, entre autres pour ça, pas que pour ça, mais entre autres pour ça. Ça a pris beaucoup de temps en fait et je pense que c'est l'un des points les plus intéressants. Peut-être qu'aujourd'hui, on a un accès à tout qui est beaucoup trop facile si on s'en donne de la peine. C'est pas toujours facile de s'en donner la peine. C'est pas toujours facile d'avoir le temps et l'ouverture d'esprit. Ça, c'est un autre problème. Mais directement, dès qu'on est débloqué de ce côté-là, on a un accès très rapide. Et je pense qu'il y a un côté négatif à ça. Je pense que le côté journée, le côté prendre son temps pour faire chaque step, pour le vivre pleinement, pour y prendre plaisir est extrêmement important. Et je pense que tu parlais tout à l'heure de philosophie, je pense que c'est l'une des bases qui m'a été apportée par mes sensei, de découvrir petit à petit et sur chaque plateau, prendre de temps à l'explorer, à y prendre plaisir, à avoir ses propres déceptions aussi. C'est extrêmement important. On trouve ça très très fort dans le Kimbaku, d'être en face des choses qui sont considérées par nos cultures occidentales comme négatives. La douleur, par exemple, peut faire une partie intégrante de la corde. Et c'est important. Tu ne peux pas connaître le confort si tu n'as pas la douleur. La tristesse est extrêmement importante. Tu ne peux pas avoir la joie si tu n'es pas allé explorer la tristesse. Parfois, la colère, on peut faire sortir la colère dans les cordes. C'est tout aussi important. Tu peux pas avoir cette forme d'amour intrinsèque si t'es pas allé explorer la colère. Donc, tu vas vraiment explorer les deux côtés. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans le travail des limites, qui est une de mes spécialités dans les cordes, c'est que tu vas très facilement aller explorer ces 3 émotions dites négatives, mais qui sont tellement nécessaires pour vivre leur pendant dit positif. Et peut-être que si je peux finir, dans une philosophie dit orientaliste, t'as pas ce côté manichéen, tu sais, de blanc et noir, mais plutôt en côté engendrement. Et que l'un va engendrer l'autre et que l'autre va engendrer l'autre. Et donc, tu vis dans ces cycles et tu vis tes émotions dans ces cycles. Et c'est extrêmement important de pouvoir accepter ces cycles et pas de vouloir qu'un seul côté du miroir. Parce que tout d'un coup, tu crées une sorte de frustration, une sorte de déséquilibre interne qui va se traduire par un déséquilibre psychologique, émotionnel,
physiologique. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu fais voyager quelque part dans les limites de la colère et la tristesse à travers des cordes sur un corps? C'est très 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 compliqué. Le plus compliqué va être la tristesse. L'un de mes premiers outils est un outil de théâtre, pour être totalement franc. C'est que moi, je vais me connecter à des moments de tristesse très puissants. J'en ai eu. Et je vais me revivre émotionnellement ces moments au fond de moi. Et je vais les sortir en tant qu'expérience mémoriale. Et je vais juste garder l'émotion. Et à partir de là, je vais me laisser aller à mon intuition. Et je vais voir si ça va résonner avec la personne. Évidemment, si je vois que ça résonne pas à la personne, c'est que cette personne n'a pas besoin de vivre ça à ce moment-là. Donc je vais passer sur autre chose. Mais si je sens que cette personne résonne avec moi, c'est peut-être qu'elle a besoin de vivre ça. Et à partir de là, je vais vraiment me laisser aller sur cette émotion. Donc encore une fois, pour le laisser aller, tu vois, pour donner le laisser à une personne, il faut que moi j'aille le chercher au fond de moi. Pour donner la tristesse à une personne, il va falloir que j'aille la chercher au fond de moi. Et la corde, ça va être un peu comme, je sais pas si tu te rappelles, quand on était jeune, on prenait 2 boîtes de conserve, on relie un fil entre les deux, on parlait dans une boîte et dans l'autre. Donc tu vas voir cette vibration qui va être transmise à travers la corde et qui va donc permettre de faire le système de téléphone. Et là, ça va être la même chose. La corde va être un amplificateur. Ça va pas être un outil qui va servir à attacher quelqu'un dans le sens je vais t'immobiliser, tu es ma chose, tu n'existes plus en tant qu'être humain. Bien au contraire, ça va être moi, je ressens ça, et à travers la corde, et à travers le fait que je vais t'obliger à te recentrer sur toi-même, tes propres orgasmes et tes propres sensations, ben, je vais y glisser une vibration. Cette vibration, ça va être ma propre tristesse, et on va voir comment ça résonne au fond de toi. Et à partir de là, ben, peut-être que cette personne va aussi résonner de la tristesse, qui va moi aussi me renvoyer ça, et on va voir quel type d'émotion on va pouvoir aller chercher. Évidemment, on va aller certainement très loin dans la tristesse. Mais je parlais d'engendrement, ça va pas s'arrêter là, ça va aller sur d'autres choses, et c'est ça qui va être intéressant. Si on part de la tristesse, qu'est-ce que ça va engendrer chez toi, et qu'est-ce qui va être intéressant? La colère chez certaines personnes, la joie d'en être libéré chez d'autres, l'humour chez d'autres personnes, parce qu'une fois que tu l'as complètement exploré, tu vas en rigoler. C'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, c'est vraiment la corde comme outil de lien, de connexion. Et il y a un aspect de healing, comme on dit en anglais, presque de guérison, d'aller connecter quelque chose, voir ce que ça peut engendrer d'autres. Et souvent, ça, j'imagine, ça a des effets de relâchement, parce qu'on joue quand même sur les tensions du corps, les tensions musculaires, la respiration. Enfin, j'imagine qu'il y a des relâchements et un bien-être. Ou... Très très rapidement, on va avoir des relâchements qu'on va avoir à différents niveaux. Le premier dont tu viens de citer, qui est un niveau corporel. Très rapidement, par exemple, la corde peut prendre des tensions musculaires. Donc tu te rends pas compte, mais si tu enfermes la poitrine, on a des muscles qui fonctionnent 24 heures sur 24. Ils vont voir une partie de leur activité qui va être pris par la tension de la corde. Ça existe sur différentes méthodes de taping pour passer des contractures musculaires. Donc ça, c'est très physionomique, c'est très simple. Un peu plus loin que ça, parfois on va pousser le corps un peu plus loin, on va le mettre en difficulté, et comme dans un sport extrême, en fait, quand tu pousses ton corps, au moment où tu vas sortir de tout ça, tu vas te sentir mieux parce que tu l'as pu pousser, t'as allé chercher des ressources. T'as aussi évidemment un côté psychologique, où d'une certaine façon, tu vas te laisser l'idée par une autre personne. Et ça va faire du bien parce que tu sais, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt. On est dans une société où il faut qu'on dirige beaucoup de choses. Tu vois, on a notre airbag, notre assurance vie, notre assurance maladie, notre ceci, notre cela. Est-ce que t'as bien fait pour ton boss? Est-ce que t'as bien rempli tel truc, tel truc, tel truc? On essaie de se couvrir d'un peu partout. Et là, à un moment ou un autre, tu te laisses vraiment diriger. D'une certaine façon, quand t'es la personne attachée, dans un premier temps, tu laisses un peu de responsabilité à l'autre. T'es pas une victime, t'es toujours responsable de toi-même, mais t'en laisses une petite partie, et c'est physiquement marqué par une seule chose très très simple, t'es attaché. Donc tu peux avoir ce niveau-là. Tu vas avoir un troisième niveau qui est celui qu'on vient de parler, émotionnel, c'est que tu vas te permettre d'aller chercher des émotions que t'as peut-être enfermées. Peut-être parce que t'as ce premier outil dont j'ai parlé, mais il y en a beaucoup d'autres, de résonance émotionnelle. Aussi, si on reprend sur quelque chose où tu vas aller chercher sur tes limites, au moment où tu vas chercher sur tes limites, tout ton visage social, tout ce que tu dois tenir, en fait, tu peux plus le faire parce que tu vas tellement chercher de ressources pour tenir tes limites que tu es obligé de tout laisser descendre. Et ça va être très très simple, c'est que
tout ce que tu te rendais pas compte, que tu gardais au fond de toi, et ben en fait, tu vas le laisser normalement couler. Donc oui, ça peut avoir cet aspect thérapeutique. Il faut savoir qu'on n'est pas thérapeute, à moins d'être spécialisé là-dessus. Moi, je pense que l'expérience par elle-même est thérapeutique pour beaucoup de personnes. Il faut savoir que il faut pas se prendre pour un thérapeute. Je pense qu'il y a un vrai danger là-dedans. Voilà. On offre un territoire qui est, comment dire, un protégé, encadré, pour pouvoir dire des choses. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement thérapeutique. Mais ça va être la même chose si tu vas sur un voilier, que tu vas faire la voile et que tu renforces des éléments. Donc je pense que il faut savoir la différence. Je ne suis pas sexologue, c'est ce que tu es. Et donc j'aime bien dire qu'il y a une vraie limite. Et que si ça peut avoir des effets extrêmement bénéfiques, et j'en suis extrêmement heureux, mon métier n'est pas là. J'avais envie de rebondir, c'est passionnant. J'ai une petite connaissance du shibari que j'ai pu expérimenter une fois, puis on en avait déjà parlé aussi dans des festivals auxquels on a été avec Olivier. Et tu parlais, là, tu as amené le sujet de la sexualité. C'est vrai que pour moi, j'ai découvert ça dans un univers lié à la sexualité. Là, tu le positionnes comme étant pas nécessairement lié. Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu sur est-ce que c'est lié pour toi ? Oui, dans quel cas ? Comment est-ce que tu peux jouer autour à mélanger finalement shibari, sexualité, mais potentiellement à garder le shibari aussi en dehors de la sexualité ? Comme tu disais au début, quels sont les contours ? C'est d'apprendre la chose en parcourant un peu tous les contours. Oui, alors pour moi, je le lis très fortement à une activité artistique. Et par artistique, j'entends vraiment quelque chose qui t'oblige à te regarder droit dans les yeux et à te dépasser et à te mettre dans des endroits difficiles. C'est vraiment de ça que je vais appeler dans le point artistique. Évidemment, c'est quelque chose qui peut être utile dans tous les aspects de la vie, donc la sexualité. Évidemment, attacher quelqu'un, c'est quelque chose qui m'a été très demandé quand j'ai commencé. Moi, j'étais là, mais pas du tout. Est-ce que tu peux m'attacher au lit et puis on va faire des choses ensemble ? J'étais là, non, si tu veux, on fait du shibari d'abord. Puis après, on peut faire des choses si tu veux. Moi, je suis toujours heureux de pouvoir partager. C'était ma petite amie, du bon temps avec toi, mais j'y voyais une énorme différence. Aujourd'hui, je me suis beaucoup réconcilié avec ça. Je pense qu'il était important pour moi de le sortir comme élément différent pour pouvoir vraiment étudier ses spécificités et ce qui, moi, m'a permis de découvrir. J'ai eu la même expérience, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, en particulier beaucoup d'aïkido, où j'ai commencé pour devenir un très grand guerrier. Et en fait, j'ai découvert que le toucher était la chose que je venais chercher. Et en fait, dans les cordes, c'est la même chose. Les images érotiques m'ont énormément plu et en fait très rapidement je me suis rendu compte que l'intimité, la confiance, la gestion de soi-même et la gestion de l'autre étaient des choses qui m'intéressaient beaucoup plus. À partir de là, que tu le fasses dans un acte amoureux, quel qu'il soit, dans un acte sexuel, quel qu'il soit, dans un acte érotisant qui est encore pour moi une autre partie. J'ai une modèle avec qui je travaille beaucoup l'image érotique. Ça devient une sorte de chose qui est autour, comme un satellite. Le corps même ne se trouve pas là, mais ce satellite est tout à fait exploitant très facilement. Après, pour les gens qui ont vraiment cette passion du bondage en tant qu'activité sexuelle, on n'a pas besoin de partir à un si haut niveau de travail sur soi-même. C'est assez simple d'avoir 2 foulards et de s'attacher autour d'un lit. 2-3 conseils de sécurité sont quand même nécessaires. Mais je pense que c'est un peu trop limitant. Et je reviens toujours à moi, une de mes thématiques, c'est qu'on est dans un univers où on veut des résultats très rapides sur des choses très concrètes. Et que c'est facile, mais que malheureusement, ça nous fait passer à côté de tellement de choses plus intéressantes. Aujourd'hui, ce que j'ai découvert, parce que évidemment, comme tout le monde, je fais beaucoup de fautes, c'est qu'en fait, il faut pas passer à côté. Parce que c'est important, en fait, de découvrir ces plaisirs simples. Mais il faut pas non plus être complètement capturé par ça. Et je pense que la sexualité peut faire partie du shibari. Et à un certain niveau, je trouve ça intéressant qu'elle fasse partie du shibari. Mais elle doit pas complètement l'absorber. Et je pense que la chose qui, pour moi, est la plus importante, c'est vraiment l'intimité. La recherche de sa propre intimité et de comment la partager avec quelqu'un d'autre. Et je suis désolé, je vais me répéter, mais c'est vraiment mon sujet. Et je pense vraiment qu'il faut pas confondre ça avec la sexualité. L'intimité sert la sexualité, mais ce n'est pas la sexualité. Oui, ça fait du sens. Et puis, ça fait beaucoup de sens par rapport à de nombreuses discussions qu'on a aussi eues avec Olivier, où c'est génial de pouvoir sortir des choses de la sexualité pour finalement leur donner de la place et leur donner vraiment
j'ai l'impression que ça permettra aussi de guérir un peu cette vision de la sexualité qu'on a, quoi, de pas forcément tout lier, tout mixer, mais de pouvoir ramener des éléments qui sont distincts et qu'on a bien explorés en dehors, à l'intérieur, avec toute la conscience de ce que ça peut amener, et pas que ça soit un automatisme en disant tout est mixé, quoi. Et ça, c'est chouette, quoi. Ouais, je pense que la conscience, que le mot que tu viens d'utiliser, je pense que c'est un mot qui est extrêmement important. C'est un mot qu'on oublie un peu trop, en fait, je pense ça. Oui, parce on a enlevé la conscience de la sexualité de beaucoup de manières, et là, on essaye de la remettre avec tous les tabous qu'on a créés dessus. Donc, c'est vrai que quand t'as pas vraiment d'espace à la base pour parler de ce genre de choses, ta conscience, tu peux la mettre à l'intérieur de toi, mais c'est aussi quelque chose, enfin voilà, quand tu discutes, là, la discussion qu'on a autour de ça, ça fait prendre conscience. Donc le fait de pas pouvoir en parler enlève un peu de conscience, donc là, on est en train de remettre de la conscience à travers le dialogue. Et moi, je pense, comme je disais en aparté, je fais certainement partie des extrêmes, je pense qu'on a enlevé la conscience de la vie, en fait. Et qu'en fait, la réintroduire dans des activités comme on peut avoir, la réintroduire dans la sexualité, c'est la réintroduire dans la vie, puisque c'est l'une de nos activités primaires. La sexualité, pour moi, englobe aussi bien la séduction que l'acte lui-même, et ça fait partie des deux comportements mammifères primaires. Et en fait, réintroduire dans ces deux comportements, qui sont des comportements très plaisants à mes yeux, la conscience, ça permet aussi de se dire, en fait, elle est où ma conscience dans ma vie tous les jours, pour ceux qui en ont avec des enfants, par rapport au travail, par rapport à ma position dans l'univers public. Et je pense que c'est un travail vraiment de base fondamentale, qui est pas un produit, mais qui est quelque chose qui est tellement, tellement important. Oui, puis on en revient sur ce que tu disais, sur ce journey. C'est remettre de la conscience, c'est le voyage. Exactement. Et c'est pas la destination, en fait, parce que c'est en remettant de la conscience que tu découvres une autre dimension de la vie, de la sexualité, de ton corps, de tout. Et à ce niveau-là, ça me fait penser, comme tu disais tout à l'heure, c'est ce côté, se donner le temps d'apprentissage, c'est le chemin et cette journée, c'est-à-dire cette aventure qui nous challenge, qui est important, et que beaucoup de personnes, même en sexualité, je trouve, viennent avec énormément d'accumulation, de frustration. Ils veulent des résultats tout de suite, ils veulent que ça fonctionne tout de suite pour résoudre plein de types de challenges, mais qu'eux ont accumulé, et en fait ils veulent tout de suite, et en fait c'est toutes des habilités qui se développent. Ils croient que c'est toujours plus facile ailleurs, ou que chez les eux ça fonctionne mieux, ou que il suffit de changer de partenaire et un tel ça va fonctionner, ou bien il est compétent, ça suffira. Mais non, comme tu dis, je veux dire, quand tu disais tout à l'heure, si on veut être serein et écouter l'autre, faut déjà s'écouter soi. Donc quelque part l'expérience elle est mutuelle, et il faut d'abord être vraiment bien avec soi pour être bien avec l'autre. Il y a ce côté où il faut avoir fait le chemin d'abord aussi, et de le faire ensemble, sans prétention. Et dans la sexualité, voilà, on met souvent l'expérience sur l'autre, ou c'est la faute de l'autre, ou bien je veux des résultats tout de suite, je suis frustré, on veut vite, tout de suite, et on oublie qu'en fait, non, c'est aussi un art d'apprendre à être en relation, d'apprendre à être en séduction, apprendre, par le shibari par exemple, à être présent au corps, à écouter le corps, mais déconnecté aussi de la sexualité. Ça peut être sexuel, ça peut être beau, ça peut être érotisé et sensuel, mais avant tout c'est aussi une technique un art qui peut apporter en fait des outils précieux pour la sexualité sans être un outil sexuel. Ce qu'on vient de dire, moi, me fait rebondir sur deux sujets qui pour moi sont importants. La première, c'est le plaisir. Bon, alors tout le monde connaît la boutade, la joie est noble, le bonheur est important, et le plaisir est douteux dans nos bonnes vieilles morales très catholiques. Mais je pense que le plaisir est extrêmement important, et la discipline. Et je pense que les deux sont extrêmement liés. Moi, quand je suis arrivé au Japon, j'y ai vécu 4 ans, et j'ai vécu dans un dojo d'arts martiaux ouvert mais classique. Et il y a une discipline extrêmement forte, mais qui est pas là pour limiter, mais plutôt pour construire une base de travail et de rapport à l'autre, qui permet de trouver ses libertés. Et c'est ce que vraiment j'ai trouvé, c'est quand je faisais des arts martiaux beaucoup, je m'ai pratiqué tous les jours en Europe, j'avais ce truc, il faut se confondre au rituel, c'est important, ça permet de créer une sorte d'ambiance commune. Et en fait, j'ai eu un autre niveau que moi j'ai vécu au Japon, c'est que non, plus que ça, c'est libérant. Ce rituel est très libérant. Et je pense que dans ce qu'on vient de dire et dans ce que moi j'essaie d'apporter, la discipline, le travail, c'est d'une certaine façon se forcer ou forcer l'autre
sur chacun des paliers, aller découvrir tous les lieux, dont les lieux de plaisir. Et on parlait de ça fonctionne pas, moi ça va pas bien dans ce que je suis en train de faire, peut-être que si je faisais telle activité ou telle chose ou autre, ou si je changeais de partenaire, ce truc de faster result, ok, comment je peux rapidement avoir ça? C'est le principal problème, c'est refuser cette discipline et refuser d'apprécier les premiers plaisirs, les premières gorgées de bière. C'est un livre qui était sorti quand j'avais 20 ans, qui te dit, ben voilà, les premiers trucs, quels sont les plaisirs, quelles sont les choses. Quand je vais rencontrer quelqu'un, tu vois, discuter de ce qu'on va pouvoir faire ensemble, de comment on va pouvoir le faire, simplement cette discussion, elle va être faite de frustration, c'est une évidence. Oh, ça et ça va pas être possible. On va s'entendre sur ça, mais peut-être pas sur ça. Mais elle va être faite de plaisir. Ok, en fait, ça se passe bien de cette et cette façon. Et c'est sympathique d'aller chercher au fond de soi. En fait, même si j'ai 20 ans d'expérience, cette personne est en train de révéler cette partie de moi dont j'étais pas sûr que je voulais me connecter à, ou alors cette personne est en train de me reconnecter à cette partie de moi que j'ai un peu oubliée parce que je suis allé loin sur tel sujet ou loin sur tel sujet. Et tu vois, par exemple, moi, quand je vais travailler avec un modèle, moi, j'essaie de travailler sur du long terme avec les modèles, me dire que tous les paliers, c'est pas juste leur permettre de découvrir ce qui va se passer, c'est moi me redécouvrir à l'intérieur, voir les parties que j'ai oubliées, voir les parties que je n'ai pas explorées. Et tous ces menus plaisirs, comme toutes ces petites difficultés qui sont liées pour moi, elles sont extrêmement importantes. Et je pense que ça, c'est un des trucs qui manque énormément à notre société, où on veut un produit fini, poliché, parfait, qui est au niveau de notre qualité. Et en fait, on oublie juste un peu qu'en fait, c'est tellement mieux de le construire, tu vois, et de le faire petit à petit. Tu vois, un peu comme si on était des simples artisans. J'aime bien travailler le bois à mes heures perdues, où tu vois, t'as une masse de bois qui ressemble à rien et tu vas enlever petit par partie des parties. Tu vas penser que t'as un produit fini, tu vas le regarder, tu fais ah ben non, il faut travailler ça et ça et ça. Et petit à petit, en fait, le processus est extrêmement plaisant parce qu'il révèle autant de la matière que t'es en train de travailler que de toi-même. Et aussi parce qu'en fait, c'est une forme de méditation, en fait, simplement, tu vois. C'est vraiment chouette parce qu'il y a un lien avec le podcast qu'on vient d'enregistrer précédemment sur la séduction avec Anna. C'est ce côté où remettre de la place au processus, en fait, qui est déjà plaisant en soi et se laisser le temps de respirer, de pas s'engager trop vite, mais de découvrir. C'est vraiment marrant l'écho entre les deux podcasts enregistrés ce matin. Après, si je peux répondre là-dessus, je pense que l'art des cordes est basé sur la séduction. Réellement. Comment tu vas séduire l'autre est le point le plus important. J'ai eu une discussion avec un ami que nous avons en commun sur l'art du bonsaï. Et comment tu vas convaincre cette plante de se construire de cette façon-là. Et ben c'est la même chose. Comment, quand tu vas travailler avec un modèle, on va appeler ça un modèle, même si j'aime pas trop le terme, comment tu vas le faire évoluer pour qu'il aille sur des choses qui sont difficiles, qui sont confrontantes, mais que malgré tout, ils peuvent lui apporter à la fin des choses. Et comme on est sur quelque chose qui est basé sur la base même du volontariat, je sors pas dans la rue et je prends pas quelqu'un dans la rue en disant bon toi il va t'arriver ça. On est très très loin de ça. On est vraiment sur quelque chose de conscient et on est rassuré. Et de comment dire. Enfin bon. Comment je vais arriver à aller sur des endroits difficiles? Et le meilleur outil à mes yeux c'est la séduction. Mais l'inverse existe aussi. Comment quelqu'un qui a envie d'aller loin, qui a envie d'aller dans des lieux qui peuvent être considérés comme dangereux, comme violents, moi je vais être en résonance en face de ce côté-là, est-ce que j'ai vraiment envie d'être confronté à ça et tout ça? Comment cette personne va me séduire? Donc ça, cet aspect de double séduction qui se met en place tout le temps. Et il y a et ça amène parfois au côté jeu d'enfant. C'est cap ou pas cap? Ça me fait vraiment penser à ce que tu disais sur l'énergie, c'est-à-dire que là, pour moi, alors toi, tu parles de séduction, il y a cette espèce d'influence qu'on a les uns sur les autres avec notre énergie, notre vibration, nos émotions qui vont créer une dynamique, en fait. Et donc là,
dans ce que tu dis, dans le shibari, il y a vraiment ce jeu dans cette dynamique, dans cette influence qu'on a avec l'autre en fonction de là où on en est, de ce qu'on est capable d'aller chercher à l'intérieur de nous. Et du coup, ce dont tu n'as pas conscience, le fait que l'autre puisse avoir fait le chemin, ça va te permettre de réussir à faire ce chemin-là, en fait. Potentiellement. Je dis pas qu'à chaque fois ça sera le cas, mais s'il y a vraiment cette idée de guide aussi. Potentiellement, avec cette idée générale que, oui, le guide, théoriquement, j'aime bien le terme japonais de sensei, qui veut dire celui qui est né avant sur la voie. Ça veut nullement dire qu'il est meilleur ou qu'il réussit mieux les choses. Ça veut juste dire qu'il a fait un chemin plus long, donc il a engrangé une expérience qui est plus importante, qui va t'aider et dans laquelle il va pouvoir piocher pour t'aider. Mais parfois, moi, ça m'est arrivé d'être avec des gens qui ont moins d'expérience, mais qui sont plus aboutis. Mais je connais la direction qu'ils ne connaissent pas. Et donc, en fait, qui est en train d'aider l'autre, tu sais jamais vraiment. C'est une dynamique à deux. C'est clairement une dynamique, et c'est toujours assez étonnant. Mais il y a vraiment cette idée que, par contre, la position de guide, c'est celui qui est, d'une certaine façon, une expérience qui est plus importante. Parce qu'il a été... par son travail, par le fait qu'il est depuis le plus longtemps, par le fait qu'il s'est complètement donné à cette activité, il a connu beaucoup plus de situations, aussi bien en tant qu'acteur, parfois en tant que spectateur. Et donc, ça lui donne beaucoup d'éléments, aussi bien de réflexion, aussi bien d'intuition, qu'il peut partager avec l'autre. Mais est-ce que parfois c'est le plus avancé? Ça, c'est clairement pas un truc qui est évident. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment cette dynamique qui se crée et aussi cette révélation de soi à travers le fait que c'est pas parce que tu as cheminé potentiellement plus, les gens commencent à explorer à des moments différents de leur vie. Donc forcément, j'aime bien ce terme de celui, c'est comment tu as dit, sensei. Et en même temps, tu peux avoir quelqu'un qui a moins cheminé, mais qui va venir mettre de la lumière sur un passage que t'as pas encore réussi à faire et où il serait peut-être moins avancé, mais en fait, sur le moment, ça te permet d'explorer quelque chose que tu n'as jamais exploré. Exactement. C'est l'un de mes conseils pour le coup d'un sensei d'aïkido qui a connu celui qu'on considère comme le plus grand pratiquant d'aïkido, qui est mort maintenant, et qui a aussi connu le créateur de l'aïkido, et qui disait, bah voilà, moi mes sensei sont morts, comment vous pensez que je puisse continuer à évoluer? Parce qu'au moment où on arrête d'évoluer, on est simplement mort, en fait. Et sa réponse était assez simple. Je passe mon temps à regarder les débutants. Ils sont toujours pleins de bonnes idées, de nouvelles idées, qui sont pas toujours des bonnes idées. Mais le fait qu'elles sont bonnes ou mauvaises n'a aucune importance, parce que pourquoi je la considère bonne ou pourquoi je la considère comme mauvaise, et qu'est-ce qu'elle ouvre comme nouvelle porte. Juste réfléchir à ces 3 questions suffit pour ouvrir des nouveaux chemins de recherche et de travail et des nouvelles compréhensions. Oui, parce que t'es pas sur un chemin rectiligne, en fait. Là, on a l'impression que on a commencé à l'étape 0 et puis on va à l'étape 1, alors qu'en fait, là, ce qui me vient, c'est beaucoup plus un bonsaï, de se dire, ça va partir un peu à gauche, puis ça reviendra un peu à droite, et ça reviendra, et donc c'est beaucoup plus complexe et riche, en fait, que juste une évolution un peu comme une marelle, là où tu montes un peu plus haut, qui est très limitant, en fait. Et je pense que ces activités nous ramènent à quelque chose qui est très important, qui est quelque chose d'organique. Et je pense que c'est très très important, parce que c'est vrai que dans un monde qui a besoin d'être rationnel pour des questions de performance, et qui est même aujourd'hui à mes yeux surrationnel, on a un peu oublié le côté organique de la vie, qui s'adapte à tout et qui est en fait la surperformance à mes yeux. Et je pense que c'est important de se reconnecter à ça, et de se reconnecter par une pratique qui est pas qu'organique au niveau des résultats, au niveau de ce qui se passe, mais qui est organique au niveau de son évolution, de son rapport à l'autre et autres. Et je pense que c'est très très important d'aller sur quelque chose d'organique, en fait. J'ai plusieurs questions pour clôturer ce podcast. Déjà, voilà. Oui, c'est difficile. Oui. Mais déjà par la pratique, moi j'admire ta manière de avec toute ton expérience et ton savoir-faire, la capacité à lire le corps et de voir ce qu'il révèle, ce qu'il apprend sur les deux personnes, enfin, avec le lien de la corde et ce que ça apprend de l'un et de l'autre, parce que les deux apprennent de manière intensive sur chacun de leurs postures et de leur manière d'utiliser leur corps. Si les gens sont intéressés d'expérimenter le shibari, ils peuvent faire comment?
Il y a plein de façons. Ils peuvent évidemment venir me contacter. Je pense que c'est vraiment important Aujourd'hui, on est dans une génération qui est beaucoup sur YouTube, sur les applications et tout ça. Je pense que l'intérêt même du shibari et de ce type d'activité, c'est l'être humain et le ici et maintenant. Dès qu'on est en mode déconnecté, c'est-à-dire connecté à une application ou à une vidéo, c'est pas la meilleure des idées. Après, suivant les possibilités de chacun et autres, moi je pense que c'est d'aller voir quelqu'un qui est dans vos communautés locales, d'expérimenter. Voir si vous entendez avec cette personne, parce que je pense que le rapport humain, c'est la chose la plus importante. En fait, ce qu'il fait n'est pas très important. Je pense que c'est plutôt la connexion que vous avez à cette personne qui est extrêmement importante. Et lui dire, bon bah voilà, moi j'ai envie de commencer ce chemin, qu'est-ce que tu me conseilles? C'est vraiment aller se resituer dans la réalité. Et d'aller se confronter à une personne qui va vous dire des choses qui vont vous faire plaisir et qui peut-être va vous dire des choses qui vont pas vous faire plaisir, mais en fait c'est ça qui va créer une polarité, qui va créer une dynamique importante. Et donc toi tu travailles entre autres à Bruxelles, mais pas seulement. Je travaille dans toute l'Europe. J'ai un de mes centres qui est à Bruxelles, oui. Et peut-être, on sait jamais, peut-être un de mes sens qui est au Love Health Center. Peut-être un jour, ça pourrait être vraiment sympathique. Voilà. Des valeurs très similaires d'épanouissement des personnes avec soi-même, être bien avec son propre corps et dans les relations. Si tu avais un conseil à donner aux gens pour conclure, que ça soit issu de ton expérience du shibari, par rapport à la sexualité par exemple aussi en particulier, et t'es venu ici aussi par une certaine joie ou plaisir, si tu as envie de partager quelque part ton impulsion. Prenez du temps, prenez plaisir, parlez de ce qu'il y a au fond de vous. Moi, je pense que dans mon propre développement, j'avais des fantasmes très très forts et j'avais une forme d'honte par rapport à la morale de notre société. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout le seul et que les personnes à qui je voulais vivre mes propres fantasmes et mes propres, qui sont aujourd'hui plus des fantasmes mais des activités, étaient totalement réceptives. Et plus j'arrivais à parler normalement, donc plus j'avais réglé de choses par rapport à ça, et plus en fait c'était simple et naturel de les vivre, et puis on allait sur des activités humaines, simples, créatives, joyeuse. Simplement, soyez simple. Par rapport effectivement à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a ce côté apprentissage, discipline, plaisir, et c'est tous les petits plaisirs du processus, comme tu dis, dans la séduction, dans l'art d'être en relation par un corps, par plein de petits détails qui font qu'en fait, moi j'y vois des liens, parce que on veut tout de suite aujourd'hui, parce qu'on accumule et puis on veut rapidement trouver des solutions. Mais on est vraiment, je trouve que le shibari et le slow sex sont très très connectés, parce que c'est ralentir, découvrir les plaisirs, les subtilités, et finalement avoir une vie beaucoup plus amusante, rayonnante. Et comme tu dis, arriver à parler des fantasmes, arriver à parler de ses désirs, d'être en relation, d'être très intime, parce que comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est plus lié à l'intimité qu'à toute autre chose, et qu'on est bien loin de pratiques un peu farfelues, bizarres, ou qui font peur, ou qui sont réservées à des personnes un peu sadomaso. Non, ça peut être lié à plein de choses. On peut connecter le shibari au BDSM, à des activités sexuelles ou pas, à de l'art, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est beaucoup plus riche, et ça peut aider les gens dans leur apprentissage, si quelque part ça leur parle au fond d'eux, que le shibari, comme toi enfant, tu te dis mais ça me parle en fait, et expérimenter, osez expérimenter, faites une session de découverte et voyez si effectivement ça résonne en vous, parce que ça peut être un super outil de découverte. Ça passe par le corps avant même l'esprit, en fait, c'est vraiment une expérience corporelle, quoi. Je crois tout à fait, on pourrait en parler beaucoup, mais je pense que oui, oser faire le premier pas, et le premier pas c'est la rencontre de l'autre. C'est juste ça. C'est déjà énorme, mais c'est simple et énorme en même temps, si j'oserais finir là-dessus. Ouais, je trouve que c'est un beau mot de la fin. C'est simple et en même temps énorme. Ça permet de potentiellement lentement, mais sûrement avancer vers soi-même et avancer en lien vers l'autre. Et c'est une chouette chose à rajouter à la société ou au monde en ce moment, je trouve. Merci. Merci. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. C'est toujours un plaisir pour nous aussi d'explorer, de découvrir de nouvelles choses, de se questionner, de prendre conscience. Donc, merci Nicolas pour ce bel échange. Et si vous voulez nous soutenir... Eh ben en fait, je pense que c'est important que des projets comme ça reçoivent l'aide du public
et soient présents dans nos sociétés. Donc si vous voulez les soutenir, je vous invite à les aider. Il y a des modes de financement, je suppose qu'on a tout ça sur le site. Et c'est extrêmement important d'aider les projets positifs pour l'être humain. Voilà. Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Aujourd'hui au micro, Nicolas, Olivier et moi-même, Camille. Entre nous. Entre nous.